Alors, la liberté, comme tout bon Français, je ne vais pas la définir comme tout bon Américain. Pour qui la liberté, pour un Américain, en fait, si je devais résumer les choses simplement, pour un Américain, naître, c'est être libre. Quand on est avec une liberté intrinsèque et avec des droits inaliénables. Pour un Français, nous sommes aliénés de ce qu'un jour nous avons été enfants. C'est-à-dire que nous sommes aliénés parce que nous avons été éduqués, conditionnés. Étienne de la Boétie en parle largement, Spinoza en parle beaucoup, et on a des gens peut-être un peu plus proches de nous, comme Benjamin Constant ou comme Montesquieu, qui parlent de cette émancipation française, qui est bien différente de la liberté américaine. Et donc pour moi, la liberté, je vais reprendre une phrase de Montesquieu, la liberté, c'est pouvoir faire ce que l'on doit vouloir faire. C'est-à-dire que, pour conclure, et après peut-être qu'on développera, pour conclure, pour un Américain, le simple fait de vivre, de venir au monde et de faire ce qu'on veut, quand bien même ce qu'on veut est une auto-aliénation, c'est la liberté pour eux. D'ailleurs, on le voit aux États-Unis, on peut avoir des associations qui ont pignon sur rue comme le Ku Klux Klan, comme les Nation of Islam ou comme les Black Panthers. Ces gens-là vivent les uns à côté des autres, mais jamais les uns avec les autres. Et ces gens-là, eh bien, ont des frictions extrêmement violentes entre eux, qui vont parfois même jusqu'à des tueries racistes, même si ce ne sont pas toujours des gens qui se réclament de leurs associations. On a vu ces derniers jours qu'il y a des tueries racistes et ultra-violentes aux États-Unis extrêmement souvent. Autre chose, aux États-Unis, c'est un pays, les démocraties anglo-saxonnes sont des pays qui sont extrêmement communautaristes. C'est-à-dire que ce sont des gens en fait, qui considèrent que, eh bien, on peut vivre dans une communauté et que eh bien, la communauté va avoir des libertés. Et des libertés sont accordées aux communautés. Ce qui est extrêmement gênant pour un Français. Alors peut-être qu'il faut expliquer déjà pourquoi les États-Unis se sont construits comme ça. Il faut rappeler que, eh bien, il y a eu cette fameuse traite des esclaves noirs. Et rappeler que si les États-Unis ont amené sur leur territoire des esclaves noirs, ce n'est pas le cas de la France. Et ça crée en fait une différence majeure entre les deux visions du monde, c'est qu'aux États-Unis, on a toujours eu les esclaves d'un côté, c'est-à-dire une espèce de communauté d'esclaves, et même quand il y a eu l'abolition de l'esclavage, ces esclaves, il y a eu une ségrégation pendant très longtemps, et ces esclaves sont restés entre eux très longtemps, et les Blancs restaient entre eux très longtemps également. Cette distinction entre communautés par rapport à la couleur de peau n'a jamais eu lieu en France, absolument jamais. Et c'est ce qui fait que nous avons une conception différente déjà des communautés. Pour un Français, il n'y a que la communauté nationale française qui compte, alors que pour un Américain, eh bien, il y a des communautés, des sous-communautés, des communautés religieuses, des communautés ethniques. Et puis, il faut aussi se rappeler que les États-Unis, au départ, ce sont des Anglais qui ont fui les persécutions religieuses en Angleterre. Et c'est pour ça que quand ils sont arrivés dans ce qu'ils ont appelé le Nouveau Monde, eh bien, ils ont tout simplement sacralisé cette liberté religieuse. Parce qu'ils venaient tout simplement fuir cette répression religieuse qu'ils subissaient en Angleterre. En France, encore une fois, à ce niveau-là, notre histoire est complètement différente. En France, nous avons gagné notre liberté non pas en fuyant et en sacralisant la liberté religieuse, nous avons gagné notre liberté en repoussant l'Église de l'espace politique, de l'espace public, et c'est ce qui fait en fait toutes ces différences entre les États-Unis et la France. Donc je me résume, pour un Français, il n'y a pas de communauté qui compte, il n'y a qu'une seule communauté, c'est la communauté nationale française. Et pour un Français, contrairement à un Américain, la liberté n'est pas un état de fait à la naissance, mais un chemin vers des connaissances et vers la sortie de sa condition de naissance, nous dira la Boétie, puisque nous sommes aliénés de ce que nous subissons le pli de notre éducation. La première raison de notre aliénation, nous dit Étienne de la Boétie, c'est la coutume. Voilà comment je vois un petit peu la liberté entre les deux. Je te rejoins entièrement et je pense qu'effectivement, si parfois sur ces questions de voile et d'islam, on n'est pas compris du reste du monde, c'est aussi parce qu'on a une conception de la liberté qui est très franco-française et qui n'est pas comprise par le reste du monde. Nous, notre vision de la liberté, en fait, elle est très occidentale, elle est très franco-française. Nous, quand on parle de liberté, on parle avant tout de liberté individuelle. On parle de la possibilité de faire ses choix sans subir de contraintes ou de pression de qui que ce soit et en ayant accès sur tous les sujets à une pluralité des points de vue. Et cette vision de la liberté, qui est très centrée sur l'individu,
elle n'est pas forcément comprise par des gens issus de l'immigration qui viennent de régions du monde où les logiques tribales et communautaristes sont très fortes. Je vais prendre un exemple pour que ce soit un peu plus concret. Donc, j'ai ma maman qui est une jeune retraitée de l'Éducation nationale et qui, comme retraitée, est membre d'une association d'aide aux réfugiés. Et pendant quelques années, elle a eu à s'occuper d'une famille de Tchétchènes réfugiés en France qui venaient d'arriver. Donc, c'était le père et les 2 enfants, une petite fille et un petit garçon. Donc, au début, ça s'est plutôt bien passé. Elle les a aidés à faire une demande d'asile, elle leur a trouvé un logement. Et puis, un jour, la maîtresse de l'école a interpellé ma mère en lui expliquant que la gamine avait été déscolarisée par le père et que le père lui avait fait mettre un voile. Ma mère était extrêmement surprise et elle a demandé à parler à l'homme tchétchène. Et là, il y a eu une grosse dispute, une grosse engueulade, une grosse incompréhension. Et donc, le monsieur lui a dit, je cite, « Vous êtes des hypocrites. Vous dites que la France est un pays de liberté, alors qu'en fait, ici, c'est comme en Russie. Vous ne me laissez pas pratiquer ma religion librement, vous m'avez empêché de voiler ma fille. » Et le mec s'est mis à pleurer. Véridique. Cette histoire, pour moi, elle révélait énormément de choses. Je pense que quand le mec se met à pleurer, sa détresse est réelle. Et je pense que quand il parle de liberté religieuse, son propos est sincère. Ce que ça révèle, c'est juste que, en fait, quand une ancienne militante 68arde et un homme moyen-oriental de 30 ans se parlent de liberté, ils ne peuvent pas se comprendre parce qu'en fait, ils ne parlent pas de la même chose. Ils ne parlent pas de la même liberté. Lui, il a grandi dans une culture où les individus appartiennent à leur clan et où la notion de liberté individuelle, il ne la comprend même pas. Pour lui, sa fille lui appartient et lui et sa fille appartiennent à l'islam. Et le simple fait que la République leur propose une autre voie, c'est déjà une atteinte à la liberté religieuse du groupe. Pour lui, la liberté religieuse, la liberté pour la communauté religieuse de s'organiser librement, de pratiquer le culte sans aucune entrave et de transmettre la religion, c'est ça la liberté. Pour nous, au contraire, la liberté, c'est le fait d'être des individus libres de toute contrainte. On considère que le premier devoir de la République, c'est de faire des citoyens libres, c'est-à-dire de donner les moyens à tous les enfants qui sont nés ici d'avoir le goût de la vérité, la capacité à réfléchir par soi-même sans recevoir aucune vérité préécrite d'un gourou ou d'un chef. En fait, la République, elle cherche à construire des individus libres. Et c'est une liberté qui peut s'exprimer contre son groupe social, contre son église, contre ses parents. Or, ça, le fait que la République donne aux individus des armes pour se rebeller contre leur groupe, bah, c'est explosif pour quelqu'un qui vient d'un endroit où l'appartenance au groupe, c'est sacré. Donc, ce sont 2 conceptions de la liberté qui ne sont pas compatibles, à mon sens. Exactement. C'est hyper intéressant ce que tu dis et je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais du coup, ça soulève une question qu'on n'a pas envie de soulever, et notamment à gauche. C'est la question de l'assimilation et c'est la question du choix des immigrés de venir en France. C'est-à-dire, est-ce qu'on doit venir en France parce que c'est un guichet qui va nous donner une meilleure vie ou est-ce qu'on doit venir en France parce qu'on aime sa culture? Parce qu'on a aussi des immigrés qui viennent en France. On a tout un tas d'exemples. Je pourrais prendre des exemples connus. On a Claire Koch que j'ai interviewé il n'y a pas longtemps. On a Sonia Mabrouk. Bref, ça, c'est les plus connus. Mais je veux dire, des gens comme ça, il y en a des milliers qui passent sous les radars. C'est la majorité. L'immense majorité des immigrés qui viennent en France, ils deviennent des Occidentaux sans aucune difficulté. Moi, on ne les voit pas parce qu'ils ne posent pas de soucis, mais c'est l'immense majorité. Si tu as des chiffres, écoute, n'hésite pas à les donner. Moi, je n'ai pas de chiffres, je n'irai pas là-dessus. Ce que je peux dire, c'est que je sais qu'ils existent parce que j'en connais beaucoup. Et voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il y a 2 sortes d'immigration. Il y a les gens qui émigrent ici parce qu'ils prennent la France pour un guichet. C'est ce qu'on appelle, je vais faire hurler des gens, mais ce qu'on appelle des Français de papier. Et puis, on a des gens qui viennent en France parce qu'ils aiment notre culture. Parce que notre culture est vraiment quelque chose qu'ils ont étudié de loin et ils ont envie d'adhérer en fait à cette culture. Et je connais même des immigrés qui sont venus en France et qui ont été déçus par l'appréhension qu'ils avaient de la France depuis leur pays et ce qu'ils ont trouvé en arrivant. C'est-à-dire que la France qu'ils ont trouvée en arrivant ne correspond plus à la France qu'ils ont vue dans les livres qu'ils ont lus de la part d'auteurs français. Et donc, du coup, ça pose, oui, cette fameuse question de l'assimilation ou de l'intégration et du fait d'intégrer des gens et de faire que les immigrés qui arrivent sur le sol français respectent la culture française. Alors, pour qu'ils la respectent, il faut déjà leur apprendre, il faut déjà les accueillir correctement, puisque la plupart des immigrés qui sont accueillis en France ne le sont pas beaucoup par l'État. Il leur est demandé très peu de choses, contrairement à ce qu'on dit. Les gens sont assez vite, en fait, acceptés sur le territoire français. Et la seule chose que leur demandent les associations,
quand elles font bien leur travail, c'est simplement d'aller faire les papiers, etc. Et on les aide à faire les papiers. Et quand elles font mal leur travail, ces associations, et ça on a beaucoup, beaucoup de témoignages en ce sens, les associations de gauche nous expliquent, les personnes qui ont eu affaire à ces associations de gauche nous expliquent qu'on leur a dit que si on leur demandait de parler français, si on leur demandait d'adopter la culture française ou si on leur demandait de changer quoi que ce soit dans ce qu'ils sont, eh bien c'était du racisme. Et en fait, eh bien, on a des associations gauchistes comme ça qui ont pris la France pour le McDonald's, venez comme vous êtes. Et du coup, eh bien, ça crée ces tensions qu'on voit aujourd'hui. Parce que comme tu le dis, et c'était très juste ce que tu as dit dans cet exemple, c'est qu'on a des gens en fait, qui viennent en France, qui ne connaissent pas sa culture, qui ne comprennent pas sa culture, voire même qui finalement vont finir par la haïr et la détester et perpétrer des crimes sur notre territoire. Tout simplement parce qu'au bout d'un moment, quand tu ne comprends pas quelque chose, tu nous l'as dit, ce papa semblait véritablement agressé, c'est-à-dire sincèrement agressé. Et ces gens-là vont finir, à force de se sentir agressés, alors pas tous, hein, mais à force de se sentir agressés, certains d'entre eux vont finir par avoir une réaction en miroir extrêmement violente. C'était le cas pour, par exemple, l'affaire Samuel Paty, où on a vu un Tchétchène, c'est pour ça que ça m'y fait penser, on a vu un Tchétchène qui se sentait agressé par l'éducation que donnait Samuel Paty à des musulmans. Parce que je pense qu'on a désolé, hein, vas-y, si tu n'as pas fini, je peux Non, c'était juste pour dire que oui, du coup, ça pose cette question de l'intégration et de l'assimilation qui a été retirée de l'espace des débats par la gauche, puisque pour la gauche, l'assimilation serait une violence. Je pense qu'on a une part de responsabilité parce qu'en fait, nous-mêmes, avant d'accueillir, on n'est pas au clair, nous, sur notre modèle. On n'est pas au clair, nous, sur ce qu'on entend par liberté. Et donc, du coup, comme nous, on n'est pas au clair sur ce qu'on entend par liberté et ce qu'on attend des gens qui vont arriver sur notre territoire, on n'est pas capable d'avoir des attendus vis-à-vis d'eux. Comme nous, déjà, on n'arrive pas à définir qu'est-ce que c'est, entre guillemets, quelle est la nature de notre contrat social. On ne peut pas demander à des gens d'adopter un contrat social si nous-mêmes, on n'est pas au clair sur ce contrat social. Et donc, du coup, les gens qui viennent, on leur demande soit rien, soit, entre guillemets, pas grand-chose. Et on leur dit la France est un pays de liberté, mais on ne leur dit pas de quelle liberté on parle. Et donc, du coup, eux, ils se disent, banco, je vais aller dans un pays où j'aurai une liberté religieuse totale et où, en fait, je pourrais vivre comme je l'entends parce que c'est un pays de liberté. Sauf que, comme en fait on l'a expliqué, il y a plusieurs conceptions de la liberté et la liberté, c'est pas forcément faire tout ce qu'on veut et c'est pas forcément vivre parfaitement comme on l'entend. Donc, à des moments, je pense qu'il y a des gens, comme on n'a pas défini ce qu'était la liberté, ils vont entendre par liberté ce qu'ils ont envie d'entendre. Et du coup, à un moment donné, ils vont être face à la réalité des faits, ils vont se sentir agressés. Mais c'est de notre faute. C'est nous qui, au préalable, on aurait dû faire dans nos consulats, dans nos ambassades, un travail de formation de ces gens-là pour leur dire, attention, vous allez venir en France, vous allez dans un pays où il y a des règles, où il y a un contrat social. Ce contrat social, c'est ça, ça et ça. Et maintenant, c'est à prendre ou à laisser. Exactement, mais par contre, on a aussi un problème parce que tu dis, et là ça va être une petite nuance avec toi, mais tu dis on n'est pas au clair avec ce qu'on est et avec notre préhension de la liberté. Moi, quand je regarde l'héritage intellectuel français, c'est hyper clair. C'est surtout qu'on a des gens en fait qui n'ont pas fait le travail en fait de passation de l'héritage intellectuel français, et c'est là que le bas blesse. C'est-à-dire qu'on a des gamins aujourd'hui qui arrivent à l'école qui ne savent même pas ce que c'est la laïcité. Quand on a eu l'affaire Samuel Paty, on s'est rendu compte qu'on avait des professeurs, et la majorité des professeurs des écoles, qui n'étaient pas capables d'expliquer à des jeunes élèves ce qu'était la laïcité. Comment est-ce possible dans le pays qui a inventé une laïcité extrêmement particulière et une des premières laïcités au monde? En fait, on a l'impression que le truc est tellement évident qu'en fait, on a oublié de l'expliquer. On a oublié que c'était évident pour nous, mais ça ne l'est pas pour ceux qui arrivent. Et donc, du coup, il faut qu'on les intègre, il faut qu'on les assimile. Et comme tu le disais très justement, il faut qu'on fasse un travail d'explication de ce qu'est notre contrat social. Et on ne fait absolument pas ce travail d'accueil. On dit à des gens, venez ici, et puis on ne les accueille pas. Et puis, il y a aussi alors là, ce n'est pas une nuance, c'est que tu n'en as pas parlé, c'est quelque chose que je rajoute moi, et qu'on voit très souvent, c'est qu'on demande à des gens de s'assimiler en fait à notre pays et de s'intégrer à notre pays. Mais en même temps, on nous explique à la télé, notamment à gauche, c'est d'ailleurs très souvent à gauche, on nous explique que la France est haïssable, que la France c'est moche, que la France c'est raciste, que l'histoire de France est une succession d'échecs et de violences, alors que c'est faux.
On a aussi de belles victoires, effectivement, qui sont des victoires violentes, mais enfin, c'était à une époque où tout le monde l'était et où seules les nations fortes réussissaient. Je veux dire, on a une histoire qui est aussi au niveau intellectuel, qui est extrêmement particulière. On a été le phare du monde au niveau intellectuel, au niveau du féminisme, au niveau du rationalisme. On a été le premier pays à arracher le pouvoir politique à Dieu. Enfin, je veux dire, on a de quoi être fier et on n'est même plus capable d'être fier parce qu'aujourd'hui, je recevais, encore une fois, je parle d'elle parce que c'était il n'y a pas longtemps et qu'elle elle a mis le doigt sur beaucoup de choses. Claire Koch nous montrait et nous expliquait qu'aujourd'hui, même pour une immigrée qui vient sur le territoire français et qui s'approprie la culture française, dire j'aime la France, c'est être d'extrême droite. On en est là quand même en France.